Je suis hollandais. Ah, et vous connaissez Jacques Libois? Ja, oui. Ja. Mais je connais bien, je le connais bien. Est-ce que vous connaissez Jacques Libois? Oui. Souvent souriant. Il nous a dit qu'il était ici régulièrement, mais non. Ah, c'est par lui le maître de Saint-Barthélemy. C'est Lambert de Mine. Vous êtes le maître ici de l'instrument. Vous l'autorisez à jouer sur votre instrument? Écoutez, jusqu'à présent, il n'a commis aucun dégât, donc voilà, il a déjà joué 2 concerts avec son ami Christian Vaillant. Ça s'est très bien passé, donc je lui fais confiance encore pour l'avenir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer de l'orgue? C'est un instrument qui m'a toujours fasciné parce que c'est un instrument qui a énormément de possibilités, de couleurs différentes. Il peut jouer doucement, il peut jouer très fort et il est en réalité très expressif, beaucoup plus expressif qu'on le croit. Et je rentre, je crois que c'était à Noël avec mon bulletin et ma mère me dit « Tiens, qu'est-ce que tu aimerais bien? Tu as bien travaillé à l'école. » Ah ben j'aimerais bien prendre des cours d'orgue. Alors elle me dit « Oui, mais je connais quelqu'un qui donne des cours de piano, on va toujours commencer par des cours de piano. » Je n'aimais pas trop le piano, donc dès que j'y ai pu, je me suis mis moi-même à l'orgue. Alors moi je l'ai connu donc quand il avait 10 ans, il jouait du piano à l'époque. C'est lui qui jouait de l'orgue à l'époque. Sur les photos ici, on le voit comme directeur de chorale. C'est ça. Donc l'origine, c'est quelques jeunes qui se réunissaient pour animer les messes de l'église de Quincampoix. Et puis le groupe a commencé à grossir et on est allé trouver Jacques qui s'est associé à nous et on lui a demandé d'être chef de chœur. Et en fait, on s'est retrouvé un jour à plus de 80 avec cette chorale. Mes chaussures. Des chaussures d'orgue. Ce ne sont pas des chaussures spéciales pour ça. Hein. Il faut que je prenne des autres chaussures qui sont plus souples pour que je sente les pédales quand je vais jouer. Alors, il y a 2 sortes de tuyaux dans un orgue. D'abord, les tuyaux à bouche. Ce sont ceux-ci, on les reconnaît parce que voilà la bouche ici. Et alors, il y a une vibration qui se crée ici à l'intérieur du tuyau. La longueur d'onde correspond à la longueur du tuyau. Donc, plus le tuyau va être grand, plus la longueur d'onde sera grande et le son sera grave. Et plus le tuyau est petit, plus la longueur d'onde est petite et plus le son est aigu. Si je bouche le tuyau maintenant, on va se rendre compte que le son change. Le son est beaucoup plus grave. Comme la longueur d'onde, c'est la distance entre 2 ventes, il faut évidemment prendre 2 fois cette distance-ci. Donc ça permet, entre autres, d'avoir des sons graves avec des tuyaux plus petits qui vont coûter moins cher et qu'on pourra mettre dans des petits orgues où il n'y a pas toujours la place pour mettre des tuyaux très grands. Maintenant, on construit des tuyaux de différentes formes. Larges, d'autres qui sont très étroits, certains qui sont évasés vers le haut, ou plutôt rétrécis vers le haut. Ici, en voilà un bouché, ici un acheminé. Et suivant évidemment la forme du tuyau, le son ne sera pas le même. Ici, un tuyau à cheminée, voilà la cheminée ici. Il est très très large celui-ci, si je le compare à celui-là. Ils ont à peu près la même taille. Plus doux. Alors, on peut construire aussi les tuyaux en bois. Ceci, c'est le plus petit tuyau qu'il y a dans cet orgue. Entre le plus petit et le plus gros, il y a toutes les tailles intermédiaires. Il y a une deuxième catégorie de tuyaux, ce sont les tuyaux à hanches. Il y a un pied, et à l'intérieur de ce pied, il y a un mécanisme que voilà, où il y a une hanche, qu'on appelle aussi parfois une rigole, et dessus une languette. Il faut rendre ce son plus ample.
Si je mets maintenant le pavillon dessus, on s'aperçoit que le son est plus beau, il est plus rond, il est éventuellement plus ample. Alors, la longueur du tuyau ici n'influence pas la note, puisqu'on a vu, c'est la lamelle vibrante qui détermine la note. La longueur du tuyau sert simplement à donner un son différent. Voilà pour la façon dont le son est fabriqué avec les tuyaux dans un orgue. Et puis alors après, un jour, j'ai été plus âgé, j'étais en secondaire, j'ai dit à ma mère, écoute bien, maintenant, j'aimerais quand même bien aller prendre des vrais cours d'orgue. Et j'ai été m'inscrire à l'Académie Grétry, et j'ai eu cours là-bas avec Joseph Voltech, et on avait cours à l'église Saint-Nicolas. Des orgues, il y en a pratiquement dans toutes les églises de Liège. La cathédrale possède 2 orgues. Il y a Saint-Jean, là j'ai joué aussi pendant 38 ans à Saint-Jean. Il y a un magnifique instrument aussi au temple protestant de la rue Lambert-le-Bègue. Puis alors il y a aussi le grand orgue de la salle philharmonique, évidemment, à Liège. À Saint-Denis, il y a aussi 2 orgues. Il y a un orgue dans le chœur que j'utilise tous les dimanches. Je connais Jacques Libois naturellement de réputation, c'est un excellent organiste. Nous n'avons pas beaucoup de contacts personnels, mais je pense qu'on s'apprécie mutuellement. Un organiste liturgique, c'est... Je dirais que c'est quelqu'un qui intervient directement dans la liturgie. Son rôle est particulièrement important. Il seconde directement le prêtre et de par ses accompagnements, de par ses improvisations, c'est quelqu'un qui doit aider le fidèle à prier, à se tourner vers Dieu, etc. Il faut avoir la foi. Il y a peut-être des organistes qui ne l'ont pas vraiment, mais je pense que notamment lorsqu'on improvise, si vous n'avez pas cette flamme en vous, là c'est plus difficile, quoi. Ici c'est quand même de la musique qui doit aider les fidèles à tendre vers un idéal. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de l'organiste qui joue aujourd'hui? C'est Jacques Libois. C'est un homme ouvert, sympathique et qui a beaucoup de talent. Jamais de fausses notes? Non, je ne lui en connais pas beaucoup. Absolument fidèle. Quand il a dit je fais, il fait, et il fait très bien. Je l'aime bien dans ses accompagnements, ses mesures d'interlude, tout ça, il est très bon. Il vous suit pas à pas? Il ne me suit pas, il suit la liturgie, et moi je suis la liturgie aussi. Voilà. J'ai fait une belle carrière de concertiste en France, c'est entièrement à Jacques que je le dois, parce que c'était Jacques qui organisait tout, qui rencontrait les organisateurs, qui s'occupait des contrats et de toute la logistique. C'est remarquablement rigoureux, précis, calculateur et extrêmement efficace. Sur qui on peut absolument compter. Qu'il est très discret. Moi, voilà déjà quelques années que je vis ici et je ne le vois jamais. On prend le bail, hein. Pour faire fonctionner un orgue, il faut du vent. Et le vent, il faut le stocker. Donc on va le stocker dans un soufflet. Voilà. On voit que le soufflet s'est rempli d'air.
Et sur la table supérieure, on comprend pourquoi c'est une table flottante, hein, elle flotte sur l'air, voilà. On a mis des poids, des pavés, pour donner une certaine pression à l'air. Voilà, le vent va arriver là-bas, à l'intérieur de cette grande caisse. Et au-dessus de ce sommier se trouvent les tuyaux. Donc voilà, on monte et on voit ici les tuyaux. Et puis, l'intérieur du sommier. Et en dessous de chaque tuyau, il y a un électroaimant. Donc on va voir maintenant comment on va pouvoir faire fonctionner et les notes et choisir le jeu, le timbre que l'on veut. Donc on va suivre tout le circuit. On va prendre par exemple le jeu de trompette ici et on va par exemple prendre le do du pédalier, c'est la même chose. On verra mieux les circuits du pédalier à l'intérieur de la console. Toutes les notes du pédalier reçoivent du 15 volts. Si je pousse maintenant sur la touche, ça ferme l'interrupteur, donc le circuit est fermé. On a l'électroaimant ici qui descend et on voit que toutes les aiguilles viennent se mettre contre les barrettes. Et de chaque barrette, il y a un fil qui part à l'intérieur du sommier et qui va à l'électro. Cette soupape-ci va s'ouvrir et nous entendrons le do dièse qui est là au-dessus. On est devant un orgue d'esthétique baroque qui est une copie d'un orgue allemand. Et la copie ici a été réalisée par la manufacture Thomas, qui était à l'époque à Francorchamps, qui est maintenant à Stavelot. Donc c'était comme ça qu'on faisait les claviers à l'époque, hein, très ouvragés, hein, il y a des petits dessins dessus. Et les touches ici en dessous sont noires, les autres sont blancs. Si je joue en dessous, on voit que les touches du dessus ne bougent pas. Si je pousse le tiroir, les claviers sont accouplés et quand je joue maintenant en bas, les mêmes notes jouent en haut. À Saint-Barthélemy, il y a un accessoire un peu particulier qui s'appelle la pédale de tonnerre. C'était Xavier Depré qui avait trouvé une œuvre dans laquelle on pouvait utiliser cette pédale de tonnerre. Ceci, bon, c'est une particularité des orgues électriques. Donc il est marqué combinaison. Si j'appuie, on voit ça s'allume. Imaginons que je mette cette combinaison de jeu-ci, puis je veux par exemple passer rapidement à celle-ci. Normalement, il faudrait que j'enlève ces jeux-là, que je tire ceux-là. Je n'aurai pas le temps puisque je suis en train de jouer. Donc je joue sur une combinaison. Puis je pousse là et ça va changer automatiquement. Donc ça me permet de changer les jeux rapidement. Alors le trémolo, il envoie le vent par saccades dans les tuyaux. Le son est continu. Je tire le trémolo. Le son devient chevrotant. Là, c'est la pédale de tutti. Bon, quand on la met, elle met tous les jeux. Elle met tous les jeux en même temps. Ici, on a ce qu'on appelle une pédale d'expression. Quand j'actionne cette pédale, ça ouvre et ça ferme des jalousies. Alors évidemment, ça va faire des effets de crescendo et de décrescendo. Je vais la fermer. Ça va moins fort. Je ouvre. Particularité ici à Mairie, j'ai installé cette manette d'expression. Donc quand
qui a le même effet que la pédale. Eh bien, il y a un assistant qui peut manœuvrer la boîte d'expression et comme ça, l'organiste a les deux pieds libres s'il doit jouer deux notes à la fois au pédalier. C'est le troisième pied. Voilà, exactement. Donc vous répétez 5 jours sur 7. Est-ce que ce n'est pas une contrainte? Non, absolument pas. Je vais toujours avec beaucoup de plaisir parce que évidemment comme les œuvres que j'apprends, je sais que je vais les jouer. Donc il faut que j'avance et j'apprends. Et tous les jours, on apprend. C'est quelqu'un d'extrêmement prudent, il ne s'avancera pas. Donc lorsqu'il décide de jouer, c'est que ce qu'il va jouer est vraiment bien au point. Je travaille sur une partition qui s'appelle Malambo. C'est une partition d'un compositeur argentin. C'est une transcription d'une partie d'orchestre qui a été faite pour piano que j'ai arrangée pour l'orgue. Ça me permet de continuer à faire du travail à la fois intellectuel, les partitions, etc., et manuel, physique, parce que c'est très physique parfois de jouer de l'orgue aussi quand on tombe sur des instruments où les claviers sont très durs. Et donc, moi, je trouve c'est bien, c'est une bonne activité pour rester en forme à nos âges. La mélodie que vous allez interpréter à 3 endroits différents, quel est son titre? Donc, c'est le premier mouvement du concerto du Signor Meck, et c'est une œuvre de Johann Gottfried Walther, un compositeur allemand, un prédécesseur de Bach. Pour comparer leur sonorité, vous allez jouer la même mélodie sur 3 orgues différents. Alors, le premier, c'est un Méry, orgue contemporain, à transmission électrique. Le deuxième, c'est à Saint-Barthélemy, c'est un orgue romantique du 19e siècle. On entendra déjà qu'il y a plus de jeux un petit peu aigus qu'on appelle des mixtures. Et puis le troisième orgue, c'est ici à Spa. C'est un orgue baroque et c'est celui des 3 évidemment qui convient le mieux pour la pièce que j'ai choisie. Sur un orgue, peut-on jouer de tout? De tout.
Est-ce Oui. qu'on peut jouer du jazz, du rock'n'roll, Oui, du oui. blues, Oui, musique classique? oui, on peut. Évidemment, ce n'est pas dit que le résultat sera ce qu'on attend. Ça peut être parfois un peu surprenant, mais oui, puisque tout ce qui se joue sur un clavier, on peut jouer sur un orgue, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'il écoute comme musique? Alors, dans la voiture, je suis toujours branché sur Musique 3, la RTB, ou alors j'ai aussi l'intégrale des psaumes anglicans chantés par la maîtrise de la cathédrale Saint-Paul à Londres, et j'aime bien d'écouter ça parce que c'est très reposant. Par contre, quand je cuisine, j'écoute des CD, pas nécessairement que de l'orgue, du chant, des chorales, des concertos de piano, des choses comme ça dépend un peu de mon humeur du jour. Quels sont les projets de Jacques Libois? C'est de finaliser la construction, l'agrandissement plus exactement de l'orgue de mairie, puisque je suis en train d'y ajouter des tuyaux pour le moment. Un projet de rêve, ce serait? D'aller jouer évidemment sur un grand instrument quelque part en France ou en Allemagne ou en Angleterre évidemment. Nous sommes ici à Beaufailly. Quelle est la particularité de cet orgue? Alors, cet orgue, c'est un orgue du XVIIIe siècle de Jean-Baptiste Le Picard. Et je veux dire, c'est le petit frère de l'orgue de l'abbaye des Bénédictines à Liège. Ça a l'air d'être à jouer. Oui, les touches sont très très petites. D'ailleurs, elles sont même encore plus petites sur le clavier du dessus que sur celui d'en dessous. Donc, il faut vraiment tenir ses mains un peu crochues. Et il y a un oiseau, j'ai entendu un oiseau là. Ah oui, c'est le rossignol. Un tuyau qui est courbé, comme ça, et qui rentre dans un petit quai. Mais il faut de l'eau, il n'y en a plus, je vais en mettre. Voilà, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit bout de bois qui dépasse là? Alors, on avait déjà fait connaissance avec le tremblant. Il envoie le son de façon interrompue et il fait trembloter, mais c'est régulier le tremblement. C'est un accessoire qui peut être manœuvré plutôt par un assistant, mais je vais essayer de manœuvrer moi-même. Une espèce d'ancêtre de la pédale wah-wah. Le petit pédalier, qui est un pédalier français. On ne sait utiliser que les pointes. Vous côtoyez parfois Jacques Libois. Comment est-il quand vous le rencontrez? Est-ce qu'il est abordable, austère? C'est un homme affable, très attentif aux personnes, qui a un bon sens de l'écoute. Oui, non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, moi. Eh bien, Jacques, pour 2019, je te souhaite que tous tes projets se concrétisent. Et je sais que c'est ce qui arrivera parce que quand tu étudies un problème, tu étudies toujours toutes les données à fond et tu envisages toujours toutes les possibilités pour savoir si le projet est réaliste. C'est ce que tu fais et tout va se concrétiser en 2019. Qu'est-ce qu'on pourrait, face caméra, lui souhaiter pour son futur? Qui continue à travailler dans l'orgue, à jouer et surtout à s'intéresser à toute la technique, parce que je pense que c'est le côté qui l'attire le plus. Voilà. La phrase achevée. Jacques Libois, c'est un performant. Je connais surtout son talent, voilà. Alors j'espère qu'il va encore pouvoir jouer bien des années, parce que je sais qu'il a un petit peu d'arthrose dans les doigts comme moi. Mais apparemment, ça n'handicape pas son talent. Donc bonne continuité.
continuation. Continue bien comme ça. Alors Jacques, j'espère que tu auras vraiment un bon orgue qui serve vraiment à tes talents. Il paraît que tu es en train de restaurer l'orgue de mairie, ou en tout cas de le bonifier. Je trouve que tu as les talents nécessaires pour avoir aussi un bel instrument. Donc voilà le souhait que j'ai pour Jacques. Eh bien, merci. Volontiers.